Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas fous. On vit dans un monde de fous. Cette semaine, on a parlé, Robert Béliveau et moi, de la suspension de profs de l'Université Laval qui ont exprimé leur opinion sur la crise. En résumé, les professeurs d'université ont ce qu'on appelle une liberté d'expression. Et c'est totalement surprenant de les suspendre pour avoir exprimé publiquement leur opinion parce que cette opinion est différente de celle de la santé publique. Alors, il faut savoir que depuis le début de la crise, les professeurs d'université, les professionnels et les gens de métier ont été interdits de partager leur opinion si elle était différente de la santé publique. Quand on dit qu'il n'y a pas de consensus scientifique, c'est à ça qu'on fait référence. C'est qu'à partir du moment où on interdit, où on accuse des gens qui ont un point de vue basé sur leur expertise qui est en lien avec ce qu'on vit dans cette crise, qu'on interdit ces gens-là de parler, ou encore qu'on considère qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont une opinion contraire, mais qu'on n'en tient pas compte. Alors, il ne peut pas y avoir de consensus scientifique. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Donc, je tenais à le rappeler. Quand les gens sont dans l'illusion que si les décisions qui sont prises par les autorités mettaient en danger une population, ben on le saurait parce que, les médias le diraient, les autorités elles-mêmes se remettraient en question et les scientifiques en parleraient, ben c'est bien important de savoir que les scientifiques ont essayé de le dire, mais qu'à chaque fois, ils ont été avertis, suspendus, censurés, discrédités. Je me suis exprimée au début de la crise en disant que tout ça était trop étrange pour moi, pour être crédible. Les décisions qui étaient prises par le gouvernement allaient à l'encontre des connaissances que j'avais en psychologie. Et quand je l'ai fait, j'ai été discréditée dans les médias. Il y a des professeurs de ma propre université, des gens que je ne connais pas par contre, des gens qui ne sont pas dans le département dans lequel je travaillais, c'est-à-dire département en psychologie, qui ont fait des liens entre moi, je rappelle qu'ils ne me connaissaient pas, entre moi et certaines théories reliées au complotisme. Des fois, ça donne l'impression d'une poule sans tête ou d'un tireur qui tire sur n'importe quoi. Quand je dis ça, je pense aux médias traditionnels, au gouvernement. Ça donne l'impression que ces gens-là ne savent plus quoi faire pour stopper un mouvement qui avance de gens qui posent des questions, qui partagent publiquement leur opinion. Quand j'étais toute jeune à l'école, le professeur de maths avait posé un problème, puis avait donné un choix de réponse. Puis on devait se lever debout lorsque notre choix de réponse arrivait. Et puis, c'était intimidant parce qu'il fallait s'afficher avec cette réponse-là. Et je me souviens très bien du moment où je me suis levée et me suis sentie seule à avoir une réponse. Puis j'ai hésité parce que j'avais peur du ridicule.
alors que j'étais une étudiante brillante. Puis, finalement, la réponse que j'avais, c'était la bonne et j'étais la seule à m'être levée. Et je pense parfois à cette situation-là pour me rappeler que parfois, même si on se sent seul, on a peut-être raison. Je ne sais pas si c'est une situation que vous avez pu vivre durant ces 2 dernières années-là, de vous sentir seul et peut-être fou, parce que la plupart des autres ne pensaient pas comme vous. Vous n'êtes pas fou. On vit dans un monde de fous. Il y a 2 concepts sur lesquels j'aimerais m'arrêter aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qu'on vit. Ce sentiment d'être dans une forme de distance par rapport à ce qu'on observe à l'extérieur. Ou encore cette période de transition dans laquelle on se pose des questions. On remet les choses en question. On a l'impression qu'il y a un monde qui s'écroule, qui s'autodétruit, qui fonce dans un mur, puis on prend une distance de ça. Alors, la première notion, ça pourrait se résumer en ceci: ce qui se passe en ce moment se passe sur un plan psychologique en lien avec la notion de nocebo. Vous connaissez probablement la notion de placebo, mais nocebo, c'est les effets négatifs que peuvent avoir certaines idées qui circulent, certaines décisions qui sont prises, certains fonctionnements qui ont lieu. Un effet négatif. Tout ça est basé sur le mental. Il faut savoir que certaines réalités adviennent parce que notre mental influence sur ces réalités. Alors, un exemple, des gens vont tomber malades lorsqu'on leur parle de maladie. L'effet nocebo, c'est un spécialiste qui arrive avec son sarrau et qui vous dit « Vous êtes malade, vous allez développer tel et tel symptôme. » Et ces symptômes adviennent. Le mental a une influence puissante sur le corps, sur une société. Le deuxième concept que je vais aborder, qui est en lien avec ce premier, qui va me permettre d'approfondir cette idée-là, c'est l'idée que ce qui se passe actuellement se passe sur un plan virtuel. Ce qui est virtuel n'existe pas en réalité. Le virtuel, c'est tout cet univers des médias. Être devant votre écran. Voir des événements qui peuvent être des montages, finalement. Des montages télévisuels qui vous font confondre le virtuel à la réalité. Il y a 2 ans, on vous a dit de rester chez vous confinés devant votre écran et on allait vous apprendre les nouvelles. J'étais en Suède pendant cette crise et je réalisais que ce qui était raconté dans les journaux au sujet de la Suède, c'était pas vrai. Ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a fait prendre une distance de ces nouvelles qui étaient racontées. Ce qui est vécu en ce moment et qui a un effet sur notre perception de la réalité et qui est en lien avec l'aspect, avec l'effet de nocebo qu'on dit, c'est le fait qu'il y a une tonne d'informations qui sont délivrées à travers les médias traditionnels et les médias sociaux et qui font un poids et qui se confondent à la réalité, qui nous empêchent de vraiment saisir la réalité et nous donnent cette impression qu'on est fou parfois ou encore qu'on vit dans un monde de fous. Je vais m'arrêter sur un exemple concret sur lequel je reviens souvent, mais pour moi, c'est une clé pour sortir de cette crise. Au tout départ de cette crise, on vous a présenté
un événement à la télé qui se passait à Wuhan. Et on voyait des gens tomber dans la rue, raides morts. Beaucoup de personnes. Et là, on vous a annoncé qu'il y avait un virus mortel qui, par la suite, on vous a dit, s'est propagé dans le monde et a fait des morts. Et je me suis retrouvée avec un sentiment d'étrangeté parce qu'il y avait une logique qui ne tenait pas. C'était de me dire comment un virus mortel à Wuhan pouvait prendre l'avion sans créer de mort dans les avions, parmi les passagers. Traverser la population du monde entier sans créer de mort. Traverser la frontière étanche du confinement des EHPAD ou des CHSLD et tuer des personnes âgées. Comment c'était possible? C'était pas logique. Mais là, il est arrivé une tonne d'informations, autant dans les médias de masse que dans les médias sociaux, qui allaient nous empêcher de s'accrocher, si on peut dire, à la logique. Puis parmi ces informations, il y avait, par exemple, ce laboratoire à Wuhan sur le gain on function. Il y avait une entrevue avec une assistante de Fauci qui disait avoir été emprisonnée pendant 5 ans pour avoir parlé de ces laboratoires qui existaient à ce moment-là aux États-Unis. Puis là, dans ma logique, c'était, mais comment est-ce qu'on permet à une personne de parler là, à ce moment précis après avoir été emprisonnée pendant 5 ans? Il y a eu les brevets ou le brevet fait au sujet d'un virus. Il y avait un grand nombre d'informations qui rentraient et qui faisaient le poids dans une balance et qui allaient peser plus que la logique, la simple logique de comment un virus mortel peut traverser le monde sans faire de mort et atterrir dans les CHSLD, les EHPAD et tuer des personnes âgées. L'effet nocebo et puis le virtuel. Pourquoi j'en parle? Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est une clé. Savoir considérer qu'il est possible maintenant de créer des histoires parce que tout est virtuel et qu'on n'est pas sur place. Et c'est possible aussi de créer une réalité simplement en manipulant le mental, en utilisant certains termes, certaines images, comme des gens avec des sarraux, des gens qui ont des titres qui s'appellent des experts. D'utiliser à la fois les médias traditionnels pour insister sur un message et d'utiliser les médias sociaux pour faire circuler des montages. Il y a un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est un filtre qui se crée à notre esprit à partir d'informations qu'on reçoit et qui fait en sorte qu'après coup, d'autres informations ne réussissent pas à traverser notre esprit. Alors, on se retrouve avec ce phénomène-là, cette tonne d'informations qui a été véhiculée dans les médias. On construit un filtre qui empêche d'autres informations basées sur notre bon sens, notre logique de traverser notre esprit. Ça prend du cran pour considérer d'une part que même si on est seul à dire quelque chose ou qu'on se sent seul parce qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui pensent comme nous, ça prend du cran pour continuer à l'affirmer. Puis ça prend aussi
une certaine confiance en soi pour revenir à la logique. Il y a un terme que Philippe Guillemot utilise qui est un épouvantail. Vous savez ce que c'est un épouvantail? C'est un mannequin qui fait peur. On a créé un épouvantail qui a eu pour effet de faire peur à une partie de la population, mais qui a aussi eu pour effet de réveiller d'autres personnes. La bonne nouvelle dans cette crise, c'est que si ça n'avait pas été de ce qu'ils ont appelé une pandémie qui confronte notre logique, bien, on se serait dirigé effectivement vers une société transhumaniste. Il n'y a jamais eu autant de personnes dans le monde conscients qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'ils ne sont pas fous, mais que le monde est devenu fou. Sur le plan de la science, on est en train de découvrir que on s'est acharné à s'intéresser exclusivement au matérialisme et à exclure de la science tout ce qui n'était pas observable, mais qui existait vraiment, puisque c'est très présent dans notre quotidien, dans nos vies. Et on est en transition vers une nouvelle science qui inclut l'ensemble de notre réalité. La science qui naît, c'est celle du cœur. C'est le même que je le dis, c'est-à-dire que c'est celle de nos états d'être. On redécouvre, parce que c'est un retour vers une connaissance qui existait avant le matérialisme, que nos états d'être influencent notre réalité. Mais qu'on n'a pas assez, au moins 95% de notre temps à être préoccupé par des aspects liés à la consommation, dans un univers qui est fermé, dans lequel on tourne en rond, où tout ce qu'on fait, c'est gagner des sous pour s'acheter des biens matériels et ensuite se préoccuper de ces biens matériels. Alors, dernièrement, je me suis tournée vers une idée que je pourrais appeler « n'être rien ». C'est être tout. Naître, pas nécessairement dans le sens de la naissance, mais dans être rien. Être rien de tout cette dimension liée à la consommation. Viser la simplicité, par exemple. Mais être tout, c'est-à-dire redécouvrir la nature de l'être humain. Un être vivant qui fait partie de quelque chose qui le dépasse. On parlait et on parle souvent de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de faire des choix à partir d'un jugement personnel. Et c'est pertinent dans la mesure où on est dans cette société, dans cet endoctrinement, pour s'en dégager. Mais à partir du moment où on en est sorti et qu'on retrouve notre authenticité, qu'on a le courage d'être soi-même, d'être confronté à la censure, à ces gens qui nous discréditent, qu'on n'a pas peur du ridicule parce qu'on est soi. Bien, on se retrouve plus dans l'impression qu'il faut lâcher prise. Que la clé, c'est de lâcher prise et d'être, d'autres vont parler d'un canal de réception, récepteur-émetteur. Un petit élément dans un tout beaucoup plus grand, avec comme seul critère le sentiment d'harmonie, de paix, de sérénité intérieure, qui nous dit, bon, on est à la bonne place, on fait la bonne chose. C'est cette nouvelle science que je vois apparaître avec nous, qui avançons ensemble dans une compréhension différente de la réalité.
On est dans une école du vivant. Et c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai une vision si positive de ce qu'on vit malgré la souffrance. Il y a des gens qui se situent dans le « oui, mais ». Il y a vraiment un plan qui avance. C'est ce qu'ils nous disent. Oui, mais on voit toutes ces lois être décidées sans même consulter la population. Oui, mais ces gens restent dans la peur. Et cette peur agit comme un effet nocebo. Dans ma carrière de psychologue, j'ai rencontré bien des gens qui restaient accrochés au malheur avec cette idée très négative de leur existence et on réalisait ensemble comme la réalité se produisait en accord avec cette idée-là, négative. Mais le même phénomène apparaît lorsqu'on sort du « oui, mais », qu'on est émerveillé par la vie qu'on redécouvre, par ces contacts qu'on a avec les gens qui sont bienveillants, par toutes ces rencontres qui ont lieu en ce moment, discrètement, avec des gens qui ont la même perception, ou une perception relativement similaire, que la vie vaut la peine d'être vécue. Et qu'il ne se passe pas ce qu'on pensait qu'il allait se passer dans le « oui, mais ». C'est tout un défi pour chacun de nous de traverser ce moment de passage, de transition entre un monde virtuel, un monde de papier. J'en ai parlé lorsque je parlais des lois, mais aussi de l'argent qui n'a aucune valeur réelle, sauf celle qu'on lui donne. Tout ce monde virtuel est basé sur la confiance qu'on a envers les institutions qui sont en train de s'effondrer en ce moment. Et lorsqu'on perd cette confiance-là, tout devient possible. Je suis profondément convaincue que qu'on s'en va vers là. Là étant cette redécouverte de la réalité et qu'on sort de ce qu'on a appelé la matrice. Et qu'au moment où chacun prend en main cette clé, la clé de la logique, du bon sens, du cœur, de la bienveillance, puis la lâche pas, cette clé-là, en s'entourant de gens qui leur font du bien, de gens qui leur disent « t'es pas fou ». C'est le monde qui est fou. Mais ce monde-là de fou ne peut pas survivre à long terme parce que cette confiance s'effrite peu à peu. Discrètement, mais sûrement. C'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avancer avec moi, de relever les défis auxquels vous êtes confrontés pour retrouver la confiance en vous, la confiance en nous. Que je voulais dire autre chose? Non, ça fait le tour. Puis, ben, comme d'habitude, je vous dis à bientôt.